commencer par la lecture d'un texte du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, donc c'est le jour anniversaire, la commémoration du début de la Nakba de 1948. Palestine, 78 ans après 1948, la Nakba est bien plus qu'un souvenir. Soutenons le peuple palestinien et imposons le droit. Les 15 et 16 mai, nous nous joindrons aux Palestiniens et Palestiniennes pour commémorer le 78e anniversaire de la Nakba. Le processus violent, planifié et organisé par lequel les milices du mouvement sioniste puis l'armée du nouvel État d'Israël ont, tout au long de l'année 1948, expulsé 800 000 Palestiniens et Palestiniennes de leurs villes, leurs villages et leurs terres. La Nakba n'est pas qu'un événement du passé, c'est un processus continu de dépossession et de déplacement forcé du peuple palestinien qui se poursuit sous nos yeux encore aujourd'hui. À Gaza, les destructions massives, les bombardements, la famine et le confinement de la population dans un espace toujours plus réduit illustrent cette réalité. En Cisjordanie, la colonisation s'accélère, les terres sont confisquées, les communautés palestiniennes attaquées et déplacées. À Jérusalem-Est, expulsions et démolitions se multiplient. En Israël même, les Palestiniens subissent des menaces permanentes. Ils sont visés par des lois discriminatoires qui en font des citoyens de seconde zone. Dans les camps de réfugiés, au Liban, en Syrie et en Jordanie, les conditions de vie se dégradent sans cesse. La Nakba est aujourd'hui ouvertement revendiquée par de nombreux responsables politiques israéliens qui affirment leur détermination à poursuivre ce processus et à le mener à son terme. Ce processus s'étend aux pays voisins. En Syrie, au-delà du plateau du Golan annexé illégalement, Israël a étendu le territoire sous son contrôle. Au Liban, l'offensive israélienne lancée le 26 février a fait 2500 morts et 1 million d'habitants sont désormais déplacés. Israël vide le sud du Liban de sa population et détruit méthodiquement ses villages. Comment accepter ce cycle perpétuel de guerre et de conquête? Israël, de concert avec les États-Unis, a lancé une guerre destructrice, dévastatrice contre l'Iran, dont les conséquences pour l'économie et la sécurité mondiale sont d'une ampleur imprévisible. La Nakba n'est pas qu'un souvenir. Les 800 000 personnes expulsées en 1948, auxquelles s'ajoutent les 300 000 expulsées en 1967, sont devenues avec leurs descendants 5 millions de réfugiés et d'exilés qui ont un droit inaliénable de retour sur les terres d'où leurs familles ont été chassées. L'UNRWA, agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, assure des services essentiels d'éducation, de soins et de sécurité alimentaire. Elle est devenue une cible privilégiée pour Israël. Campagne de dénigrement, interdiction sur le territoire israélien, destruction de son siège à Jérusalem-Est, fermeture de ses écoles dans certains camps, comme celui de Choufat. A-t-on déjà vu une agence officielle des Nations Unies se faire interdire par un État membre qui en détruit le siège en toute impunité? Les 78 ans de la Nakba nous posent une question simple. Voulons-nous d'un monde régi par la loi du plus fort, où un peuple peut être expulsé et privé de ses droits, ou d'un monde fondé sur la justice et le respect du droit international? Ce n'est pas vraiment une question. Rami Abou Jamous écrit son journal pour Orient 21. Dans cette lettre, datée du 4 mai, il s'adresse à Jean-Noël Barrot suite à son intervention au Sénat quelques jours plus tôt, où il cite une formule choquante de Golda Meir, première ministre de 1969 à 1974. Je la cite. « Nous pouvons pardonner aux Arabes, les Palestiniens qu'elle n'a jamais pu nommer ainsi, d'avoir tué nos enfants. Nous ne pouvons pas leur pardonner de nous avoir obligés à tuer leurs enfants.
Ce que nous allons vous lire avec Lydie, ce sont des extraits. Vous pouvez lire la chronique de Rami sur Orient 21, la lire en entier. Monsieur le ministre, nous ne pourrons pas protéger nos enfants. Les Israéliens les tuent. Pas parce qu'on les y oblige, comme votre absence totale de réflexion vous le fait croire, mais parce qu'ils savent que ces enfants, s'ils les laissent grandir, deviendront des défenseurs de la Palestine. Renseignez-vous sur le nombre de mineurs tués par Israël depuis 1948 jusqu'à nos jours, en Palestine, au Liban. Et comprenez enfin que ces meurtres découlent d'une vision coloniale. 3 semaines plus tard, je suis encore effondrée par vos paroles. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu entraîner la diplomatie française dans ce désastre. Pour nous, Palestiniens, la France était une représentante éminente du respect du droit international et des valeurs humaines. C'est ce que j'ai appris quand j'étudiais en France. La vie humaine est centrale. Monsieur le ministre, vous pouvez encore, dans votre pays, écouter les témoignages des Français qui se sont défendus pendant la dernière guerre et qui n'ont obligé personne à tuer des enfants français. Mais peut-être ne savez-vous pas ce qu'est une occupation. C'est la pire des choses. L'occupation n'a pas besoin de justification, n'a pas besoin de prétexte. L'occupation, ça veut dire les massacres, les crimes, les tueries, et tuer les enfants avant les adultes pour empêcher l'avenir. Je vais vous faire une révélation. Nous aimons nos enfants. Nous protégeons nos enfants avec nos mains nues. Nous avons peur pour nos enfants. Mais l'occupation les prive même de ce qui devrait être le plus simple et élémentaire, une enfance normale. Vous n'avez pas vu ce qu'il s'est passé pendant le génocide à Gaza? Combien d'enfants sont morts, déchiquetés par les bombes, enfouis dans les bombardements de maisons qui abritaient des familles entières, souvent uniquement des femmes et des enfants. Savez-vous que depuis le soi-disant cessez-le-feu d'octobre 2025, plus de 100 enfants ont été tués par Israël dans la bande de Gaza? Vous pensez que nous, les Palestiniens, nous avons obligé l'armée israélienne à les assassiner? Vous pensez que les colons qui, en 2015, ont brûlé vif avec ses parents, le petit Ali, un bébé de 18 mois, à Douma, en Cisjordanie, ont été obligés d'incendier leur maison? Vous pensez que les Palestiniens ont obligé l'armée israélienne à cribler de balles à Gaza en janvier 2024 la petite Hind Rajab, 6 ans, qui avait appelé à l'aide pendant 3 heures, coincée dans une voiture au milieu des cadavres de sa famille? Vous pensez que le 21 avril 2026, les habitants d'Al-Moudjahir, en Cisjordanie, ont obligé un réserviste de l'armée israélienne à abattre d'une balle dans la tête Hamdi Al-Nassan, 14 ans, devant son école? Savez-vous qu'il y a 350 mineurs dans les prisons israéliennes, selon les organisations de défense des prisonniers? Nos enfants ne trouvent pas à manger parce qu'il y a un blocus à Gaza. Nos enfants sont nés dans des tentes parce que les Israéliens nous ont déplacés plusieurs fois et détruit nos maisons. Nos enfants naissent et grandissent dans la souffrance. Ils doivent souvent passer des barrages humiliants pour aller à l'école. Ils n'ont pas d'avenir parce qu'en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, il leur sera interdit de construire une maison. Et à Gaza, il n'y en a plus des maisons. En Cisjordanie, les enfants sont tabassés et parfois assassinés par des milices de colons fanatiques protégés par l'armée. Nos enfants sont des fleurs fragiles qui poussent dans une terre arrosée de larmes et de souvenirs. On essaie de les protéger comme on peut, à main nue face aux chars, aux avions de chasse, aux bombes, aux drones, aux snipers et aux colons armés jusqu'aux dents. C'est l'occupation qui arrache nos fleurs, une par une, pour s'approprier tout le jardin. Je ne sais pas si vous avez des enfants. J'ai 2 fils. J'essaie de les protéger contre les massacres israéliens depuis leur premier jour. Ils ont de la chance. Ils sont parmi les survivants de ce génocide. Ils sont toujours vivants, mais on ne sait jamais. L'occupation engendre la résistance. La résistance militaire est légitime. Vous le savez bien et vous l'avez démontré récemment.
Quand je vous ai entendu le 20 avril annoncer l'appui de la France à un tribunal international, j'ai cru un instant que vous parliez de Gaza. Ce tribunal, disiez-vous, devrait juger les massacres, les déportations d'enfants, les attaques sur les civils, le meurtre de journalistes et tous les crimes de guerre, mais aussi la planification et la mise en œuvre de cette guerre d'agression coloniale, injustifiable et injustifiée. Ah non, vous parliez de la Russie. Votre humanité a une couleur, le blanc, et une géographie, l'Europe. État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassin, Macron complice. Israël assassine, Macron complice. Lâche-toi, Gaza n'est pas à toi. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. KFC, qui est largement complice du génocide à Gaza et de la destruction de la société palestinienne dans son ensemble, car KFC nourrit l'armée criminelle israélienne, l'armée génocidaire. Donc on n'adresse pas ses reproches au personnel qui fait ce qu'il peut. Mais si vous voulez manger du poulet, achetez-en un et faites-le cuire dans votre four. Ne venez pas à KFC, il faut boycotter KFC. KFC, boycott, 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 KFC, boycott. Un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça se combat. Un génocide, ça se regarde pas. Un génocide, ça se combat. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. C'est un texte d'après Ziad Majed, qui est un chercheur franco-libanais et qui a écrit un texte sur la stratégie d'Israël. Et la stratégie d'Israël se résume en 3 mots pour ce chercheur, c'est semer la ruine. Et c'est la même chose au Liban. Semer la ruine, l'effacement comme stratégie israélienne. En Palestine, en particulier à Gaza, comme dans le sud Liban, la ruine excède largement le registre du dommage matériel. Elle constitue une politique israélienne à part entière et ordonne l'espace, altère le temps et frappe les vivants à travers leur lieu de vie. En pulvérisant les maisons, les bibliothèques, les archives, les photographies et les actes de propriété, cette stratégie s'attaque également aux souvenirs. Comment inscrire la guerre dans la durée, au-delà du bombardement et au-delà du cessez-le-feu? La réponse d'Israël, c'est en adoptant une politique de la ruine. Israël transforme le paysage détruit en institution de la punition et en une démonstration de puissance et d'impunité. Dans le cas de Gaza, cette politique de la ruine participe d'une entreprise génocidaire
Elle accompagne l'écrasement des corps, la destruction des conditions d'existence, l'anéantissement des infrastructures vitales, la dispersion forcée de la population et la désorganisation de la vie collective. Les immeubles, les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte, les universités, les marchés, les cimetières, les routes et les administrations ont été pris dans une même logique d'effacement. La ruine vise le monde social dans sa totalité, le lieu où l'on est, où l'on apprend, où l'on soigne, où l'on enterre, où l'on transmet, où l'on prouve son nom, sa maison, sa filiation, son droit à demeurer. Dans le sud-Liban, la ruine répond à une autre configuration. Elle s'inscrit surtout dans une stratégie de déplacement forcé, de vidage territorial, de fabrication d'une profondeur inhabitable, d'une zone occupée et dont toutes les constructions ont été détruites. Les villages frontaliers et les maisons dynamitées, les terres agricoles endommagées et brûlées au phosphore blanc composent une géographie de l'empêchement et de la brutalité. À Gaza comme au Sud-Liban, il y a donc un point commun, la ruine. Et dans les deux cas, elle frappe bien davantage que le bâti. Elle vise la continuité. Elle cherche à rendre le lieu étranger à ceux qui l'ont habité, à briser la confiance dans le retour. La destruction des archives et des preuves de propriété ajoute une dimension décisive à la politique israélienne de la ruine en Palestine. Les titres fonciers, les actes notariés, les certificats de naissance, les contrats de mariage, les diplômes, les dossiers municipaux, les plans cadastraux, les registres des habitants et les documents administratifs forment une charpente juridique d'une société. Les piller ou les incendier fabriquent un chaos destiné à durer. La ruine visible détruit le lieu, tandis que la ruine administrative trouble le droit au lieu. Le survivant se trouve placé dans une double disparition, celle de sa maison et celle des documents qui attestent son existence sociale. Ainsi se prépare l'après-guerre comme champ d'incertitude. La violence génocidaire se transforme en procédure interminable. La ruine peut garder malgré tout une trace de ce que la violence voulait totalement effacer. Elle peut devenir un document et un témoignage, tant que certains des anciens habitants ont survécu au génocide ou sont de retour. C'est pourquoi, à Gaza, la vie continuera, non pas parce que les destructions auraient échoué à dévaster, mais parce qu'aucune société ne se réduit à ce que l'on détruit d'elle. Des enfants naîtront encore, des classes improvisées ont déjà revu le jour, des voix continueront à chanter et à raconter l'histoire de la Terre. Cette continuité ne doit pas être confondue avec une consolation. Elle ne répare pas l'irréparable. Elle ne transforme pas la souffrance en promesse. Elle dit seulement que la vie, même mutilée, persiste là où la politique israélienne de la ruine voulait imposer le néant. Dans le Sud-Liban aussi, la vie reprendra un jour dans les villages rasés et désertés. Les habitants reviendront, bien que leur retour ne soit ni paisible ni assuré. Il ne manquera que le commencement d'une nouvelle lutte, celle qui consistera à empêcher que les vidéos de dynamitage publiées impunément par le criminel de guerre Benjamin Netanyahou aient le dernier mot et dictent l'avenir. Merci.
Merci Gérard, bravo. Avant de passer l'hymne palestinien, je voulais dire que Ziad Medouk, qui a été interviewé par Colette, Marie-Paul et Jacqueline la semaine dernière, Ziad Medouk insistait sur la nécessité de continuer les actions ici même, en Europe et donc en France, en faveur du peuple palestinien, même si on a l'impression que ça sert à rien, même si on n'est pas nombreux. Ziad Medouk insistait pour que ça continue, parce que là-bas, à Gaza, en Cisjordanie ou au sud Liban, à un moment ou à un autre, les gens savent que des solidaires, comme ils les appellent, les gens savent que les solidaires sont avec eux et font entendre leur voix dans un désert. Mais la voix que nous portons, elle est extrêmement importante, donc il faut continuer. Et donc, on se donne rendez-vous, pas samedi prochain, mais samedi d'après, à 14h, place du 8 septembre. Non. Donc, dans 3 semaines, c'est ça, le premier samedi du mois, donc le premier samedi de juin. Hein, on se donne rendez-vous le premier samedi du mois de juin, à 14h, place du 8 septembre, pour continuer nos actions de solidarité, en attendant des projections, des conférences, etc. Il faut continuer. Ziad Medouk nous l'a confirmé. Vraiment un texte très poignant, qui fait très mal. Mais moi, mon impression, c'est que Israël, malgré toute sa force, mon impression, c'est qu'elle est dans l'impasse, en fait. Elle est vraiment dans l'impasse. La force, ça ne fait pas tout. Elle peut tout détruire, mais elle est vraiment dans l'impasse. C'est vrai que les soutiens d'Israël, elles sont très puissants. Mais moi, j'ai l'impression que les soutiens aussi de la Palestine, c'est des petits ruisseaux. Mais en France, on dit bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, notre présence ici, elle est vraiment utile pour les Palestiniens. C'est pas vraiment quelque chose d'inutile, c'est pas quelque chose de vain. Et donc, malgré la force des Israéliens, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire. Merci. Regardez, J'ai entendu les cris sourds venant de Palestine. J'ai entendu le bruit qui assassine. Pendant que tu ris, que tu pleures, que tu cries, que tu rêves. Pour les Gazaouis, c'est la nuit en plein midi que ils crèvent. Chaque jour, ils doivent éviter des gueules sans mémoire. Pour crever de faim, affamés par l'ivresse du pouvoir. Ici, on nous dit que l'agresseur a le droit de se défendre. Là-bas, l'olivier, le cédre et le tamaris sont en Flandre. Ici, il y a des gens qui applaudissent à chaque fondure, qui rient et s'amusent à des jeux où l'on compte les tombes. En Cisjordanie, les fusils des colons sont à la fête. Il vit sans souci, le vieillard à l'ombre assis et ses bêtes. Pour dessiner d'un rameau d'olivier les frontières, il nous faut briser les barreaux qui enferment nos frères. Amis, ne crois pas ceux qui disent qu'on ne peut rien y faire. Il n'y a jamais aucune fatalité à la guerre. Amis, entends-tu les cris des enfants de Palestine? Amis, entends-tu le silence du roi qui a la Palestine?